antipersonnelles sont partout. Mesdames et messieurs, le Mahatma Gandhi dit qu'il n'y a pas de chemin vers la paix, car la paix est le chemin. C'est pourquoi nous voulons les victoires de la paix. Mais il faut réfléchir à comment enraciner cette paix dans les têtes des gens. Le gouvernement légitime du Yémen a fait tout ce qu'il pouvait pour promouvoir la paix dans le pays, et notamment à travers le dialogue. Pour éviter au peuple yéménite une guerre destructrice. Mais malgré les rondes de dialogue nombreux, et notamment à Genève, les choses n'ont pas pu aboutir. Et malgré la résolution 2216 des Nations Unies, dont on célèbre le 2e anniversaire, l'observateur du dossier yéménite doit reconnaître que les efforts politiques de réconciliation ont été empêchés. Mesdames et messieurs, nous allons parler de deux choses durant ce panel. D'abord, le partenariat entre le Yémen et le Conseil des États du Golfe, et le CCG entretient un partenariat avec le Yémen, un partenariat profond dans l'intérêt des pays de la région, partenariat qui s'est concrétisé par la coalition pour aider le pays. Je donne maintenant la parole à M. Al-Ouaïchag pour parler de ce sujet. Merci. J'ai rencontré également plusieurs ministres yéménites lors d'un colloque commun entre le Yémen et les pays du Golfe pour parler du rôle de notre Conseil. Le Conseil des États du Golfe, de coopération du Golfe, s'intéresse depuis le début à la sécurité du Yémen. Depuis 2001, nous sommes convaincus que la sécurité du Yémen est la sécurité des États du Conseil. Et le sommet de Mascate en 2001 a vu la participation du roi d'Arabie Saoudite d'alors, Abdallah II, après avoir parlé de la nécessité de la complémentarité entre les économies des États du Golfe, il a abordé le rôle essentiel du Yémen. À l'époque, les positions étaient différentes et distinctes au sein du Conseil. Mais le sommet a adopté, par décision, a décidé donc l'adhésion du Yémen à 4 cas de coopération avec les États du Golfe. Par la suite, une loi a été adoptée pour adapter les lois du Yémen avec les lois du Conseil de coopération du Golfe pour permettre le développement du Yémen. Plusieurs lois ont été ainsi harmonisées, notamment la loi des douanes. En 2002, à partir de 2002, le partenariat s'est développé pour devenir un partenariat stratégique qui se déploie sur plusieurs axes parallèles, politiques, humanitaires et autres. Actuellement, ce partenariat qui a commencé en 2001 est utilisé pour trouver des solutions humanitaires d'urgence et pour préparer la prochaine phase qui consistera en la reconstruction du pays, du Yémen, et pour reconstruire son économie et l'intégrer dans le tissu économique du Golfe. Je voudrais parler de ces différents parcours avec un peu de détails, même si je sais que vous connaissez une bonne partie de ces détails. En 2006, nous avions commencé au sein du CCG
à nous rendre compte que la situation au Yémen n'était pas positive à cause des politiques de l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Mais le Conseil, à son habitude, a préféré une approche diplomatique et les conseils en coulisses et ne pas interférer avec le gouvernement yéménite. Même si nous avons pu aborder tous les sujets à travers notre dialogue. Nous avons parlé de la mauvaise gouvernance, de la corruption, du gaspillage des ressources de l'État, le début de l'épuisement des ressources naturelles également, le problème des armes et son utilisation à des fins politiques, la rébellion Houthi, l'enracinement d'Al-Qaïda. Ce sont des sujets que nous avons abordés alors. Et le Conseil a essayé de résoudre ces problèmes à travers la proposition d'un certain nombre de réformes, ce qui a été appelé l'agenda de réforme à l'époque. Mais malheureusement, ces problèmes n'ont pas été résolus à l'époque. Et la crise s'est aggravée. Les réunions ministérielles périodiques et les réunions avec le président Ali Abdallah Saleh, auxquelles j'ai participé en partie, n'ont pas pu faire progresser les choses. La recette magique de l'ancien régime et du président était toujours de demander davantage d'aide, en disant que ces aides devaient passer par le gouvernement en place. C'est pourquoi le Conseil de coopération du Golfe, avant mars 2011, espérait que les amis, que les frères yéménites trouvent une solution à travers les institutions de l'État, mais malheureusement, ceci n'a pas été possible car les institutions étaient sous la mainmise du président Ali Abdallah Saleh. Après les affrontements du printemps 2011, le Conseil a lancé une initiative en avril 2011. Donc, je fais un petit récapitulatif. Donc, l'initiative avait été acceptée par différentes parties du gouvernement et par l'opposition. Mais le président n'était pas convaincu. Et le roi Abdallah, le feu roi Abdallah saoudien, s'est impliqué personnellement et a pu obliger le président yéménite à accepter l'initiative. Après cette initiative, des élections ont été organisées en 2012, élections gagnées par l'actuel président légitime, et des réformes ont été engagées. Le dialogue a été lancé, un dialogue qui a permis d'aboutir à un accord sur les principaux dossiers yéménites. Il y avait un contraste saisissant entre ce dialogue-là, national, et le dialogue qu'on menait auparavant avec le gouvernement. Entre 2012 et 2014, le Yémen a été un modèle de transformation pacifique, notamment au milieu des printemps arabes. Le processus était purement authentiquement yéménite. Il ne restait à la fin que d'adopter une nouvelle constitution et d'organiser des élections législatives pour revenir à une situation politique normale. La commission constitutionnelle avait adopté un projet de constitution, mais malheureusement, les Houthis ont procédé à leur coup d'État, qui a été le début de la crise actuelle. Malgré tout cela, le Conseil espérait, le Conseil des États du Golfe, espérait qu'on pourrait aboutir à une solution pacifique. Mais malheureusement, le président a été emprisonné, le Premier ministre également, et plusieurs membres du gouvernement. Et le palais présidentiel a été attaqué par les forces aériennes. En mars 2015, le Royaume d'Arabie saoudite a constitué la coalition arabe pour soutenir le gouvernement légitime,
pour que ce gouvernement puisse retrouver son autorité dans les différentes régions du pays. En mai 2015, une conférence a été organisée sous l'égide de l'Arabie saoudite et le roi a précisé que le but de cette conférence était de rétablir le dialogue entre les différentes parties yéménites et la conférence a réussi malgré l'absence des Houthis ou de leurs représentants, mais des représentants d'autres factions de l'opposition étaient là. La déclaration de Riyad a été un succès, notamment en posant une feuille de route pour rétablir la légitimité au Yémen. La tempête de la résolution, c'est-à-dire les opérations militaires, est venue pour permettre la réconciliation et rétablir les choses là où elles étaient avant le début de la crise en 2014. La solution politique espérée par les frères yéménites doit se faire sur la base de l'initiative du Golfe et la résolution onusienne 2216. Ce sont les bases qui doivent constituer le point de départ de la solution. J'aimerais saluer les efforts de M. Smail Ould-Cheikh Ahmed, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a présidé à la plus importante des phases de dialogue entre les parties yéménites en dehors du Yémen, ronde de dialogue qui a permis d'aboutir à un accord de principe sur les mécanismes de mettre fin aux opérations militaires et à travers des comités locaux. Et les négociations ont pu aboutir à un accord pour la réconciliation future. Les frères yéménites se sont mis d'accord au Koweït et étaient sur le chemin de la paix. Mais malheureusement, les intérêts personnels ont pris le dessus. Mais peut-être la cause principale de l'échec du processus de paix a été l'interférence de l'Iran. Car après le retour des représentants de l'ancien président Ali Abdallah Saleh au Yémen, l'Iran a fait pression sur leurs alliés au Yémen pour ne pas accepter une solution politique. L'Iran pense que la continuité de la crise sert ses intérêts. Et l'Iran pense également que cette crise va occuper les États du Golfe et les pousser à dépenser leurs ressources. Malheureusement, certains acteurs yéménites ont accepté cette logique et ont mis en échec les efforts des Nations Unies pour mettre fin à la crise. Mais nous pensons que la situation au Yémen diffère de la situation en Irak, au Liban, en Syrie, car nous pensons que le groupe qui soutient les intérêts iraniens au Yémen est très minoritaire et que la majorité des acteurs au Yémen appuient les efforts pour la paix et le gouvernement légitime, loin du pouvoir des Houthis et des ambitions d'Ali Abdallah Saleh. Ceci en ce qui concerne le processus politique. Mais il ne faut pas oublier les côtés économiques qui constituent un élément important de notre partenariat stratégique. Après l'accord de Sanaa, nous avons, comme je l'ai dit, commencé à harmoniser les lois. Nous avons également lancé plusieurs programmes scolaires, des campagnes de santé publique et autres. En mars 2006, nous avons vu une transformation qualitative dans notre partenariat économique. Nous avons constitué une commission mixte de haut niveau qui a mis en place un programme
de soutien économique sur 10 ans. C'était une initiative de Son Altesse Saoud Al-Faisal, que Dieu ait son âme. Le programme a bénéficié de l'accord des différentes parties et la Commission a tenu jusqu'ici 18 réunions, dont une la semaine dernière. Et cette Commission a proposé plusieurs réformes économiques nécessaires et a essayé de mobiliser des ressources pour financer les différents projets, selon un long processus avec la participation des Nations Unies notamment. Une conférence des donateurs s'est tenue à Londres et à Riyad en 2006 à ce propos. C'est ainsi que des aides pour le développement qui se montent à 11 milliards de dollars ont été recueillies, dont 3,5 lors de la conférence de Londres, 5 lors de la conférence de Riyad et 3 autres milliards qui ont été promis après la conférence de Riyad. Les aides des pays du Golfe constituent 70% des aides qui ont été accordées au Yémen depuis 2006. Lors du sommet de Riyad 2015, plusieurs décisions ont été prises à propos du Yémen. En ce qui concerne le développement, nous sommes mis d'accord pour organiser une conférence pour reconstruire le pays et pour trouver une solution politique. La deuxième décision concernait l'accélération de la réhabilitation de l'économie du Yémen et pour le mettre en lien avec les économies des pays du Golfe en attendant une solution politique. Et nous avons tenu plusieurs réunions pour mettre en œuvre ces décisions, et notamment entre les pays membres du Conseil et le Yémen. Réunions qui ont abouti à des accords sur le financement de plusieurs projets après la fin de la guerre, notamment pour relancer le réseau électrique, le réseau ONU et les différentes infrastructures sanitaires et scolaires. Beaucoup d'enfants ont repris le chemin des écoles depuis la libération de certains territoires, mais beaucoup reste à faire. La dernière réunion de cette commission, comme je l'ai dit, s'est tenue la semaine dernière et nous avons discuté lors de cette réunion un projet pour reconstruire le pays et nous avons étudié plusieurs projets proposés par le gouvernement. Durant les 2 dernières années, depuis mai 2015, selon les statistiques disponibles, les pays du Golfe ont fourni 3 milliards de dollars d'aide humanitaire qui ont été répartis à travers le pays, notamment à Saïda, Omran et ailleurs. Sans oublier le travail direct avec les institutions yéménites. Nous travaillons avec les Nations Unies. Nous pensons au sein du Conseil que la lutte contre le terrorisme, quelle qu'en soit la source, est une priorité maximale au Yémen. Il faut mettre fin au terrorisme, car le terrorisme empêche la reconstruction. Il empêche la stabilité économique. Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, a semé la destruction au Yémen. Et maintenant, nous voyons les efforts de Daesh dans le même pays. Mais ce ne sont pas les seuls groupes terroristes dans le pays. Nous pensons que les Houthis utilisent les mêmes méthodes que les terroristes pour piller, détruire, kidnapper, notamment les intellectuels, les politiques et les militants des droits de l'homme et les opposants. Le défi sécuritaire vient également des Houthis. Mais nous pensons que le principal facteur qui menace la sécurité du Yémen et sa stabilité, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui fournit l'entraînement, les armes et l'appui. Et c'est l'Iran qui s'accroche à la solution militaire malgré l'échec de ses efforts militaires et malgré le refus opposé à l'Iran par la majorité des Yéménites. Mais malheureusement, certains responsables houthis
continue à bénéficier du soutien de l'Iran et à croire en l'efficacité de ce soutien, car ce soutien sert leurs intérêts. C'est ce qui nous a amené à cette impasse aujourd'hui. Quelles que soient les propositions de l'envoyé des Nations Unies et quelles que soient les convictions de l'écrasante majorité des Yéménites, y compris des gens raisonnables au sein même des Houthis, quelles que soient ces propositions, quels que soient ces efforts, les Houthis ont refusé, les ont refusés, malgré l'accord de principe préalable accordé au Koweït. Finalement, je pense que le partenariat stratégique entre les pays du Golfe et le Yémen est le principal espoir pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays, ce qui va permettre la reconstruction et la croissance économique et la prospérité des frères yéménites. Et ce partenariat signifie également le renforcement du rôle régional du Yémen pour que le pays récupère sa place au sein des pays du Golfe et pour se protéger des menaces extérieures et pour protéger la navigation internationale à travers le détroit de Bab al-Mandab. Merci. Merci, Dr Abdelaziz, pour cette importante intervention. Il semblerait que nous n'avons que très peu de temps. J'aurais préféré laisser suffisamment de temps aux questions-réponses parce que c'est là une facette très importante. Mais il faudrait que l'on aborde des efforts internationaux en faveur de la paix au Yémen. Il n'y a aucun doute que la communauté internationale a déployé des efforts en faveur de la paix au Yémen. L'intervenant suivant va nous parler de ces efforts-là. Bon nombre de résolutions ont été prises par les Nations Unies, l'objectif noble étant de pouvoir réaliser la paix et rétablir la paix au Yémen. Je vais donner à présent la parole à M. Khaled Hossein Mohamed Al-Yemeni, représentant de la mission permanente du Yémen auprès des Nations Unies à New York. Il va nous parler des efforts internationaux en faveur de la paix au Yémen. À vous la parole. Bonjour. Je suis devant une impasse parce que l'on m'impose un temps très limité alors que mon intervention nécessitait à la base une demi-heure. Je vais essayer donc de réaliser un véritable miracle, même si je suis conscient qu'il n'y a plus de place au miracle dans à notre époque. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir d'être présent parmi vous dans cette enceinte culturelle, cette enceinte dans laquelle l'architecte Jean Nouvel a tenu à ce que les espaces culturels arabes et français s'imbriquent. Dans mon intervention, je voudrais aborder actuellement les prérequis et les défis de la paix au Yémen et je vais essayer de résumer mon intervention en me focalisant sur 8 axes principaux. Comme l'a fait le collègue qui m'a précédé, je m'en tiendrai à ces 8 axes pour respecter le temps qui m'est imparti. Donc, le premier axe est le suivant. La décision du Conseil de sécurité des Nations Unies 2216 a 2 ans d'âge. Qu'est-ce que ceci veut dire ? Là, nous avons assisté à un changement entre-temps au niveau de la politique internationale avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine au pouvoir, à la Maison-Blanche. La présence du nouveau secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, et l'intervention iranienne, le troc russe, la position française stable et d'autres axes importants. Pour revenir au premier point, je voudrais dire que le 26 mars 2015, les opérations de la coalition ont été amorcées afin de restaurer la légitimité au Yémen. Ces opérations étaient menées contre l'alliance Houthi-Saleh qui s'était retournée contre la légitimité constitutionnelle.
Et c'est ainsi que les pays arabes, sous l'égide du royaume saoudien, ont répondu à l'appel du président Abdrabou Mansour Hadi, président de la République yéménite, pour pouvoir aider à restaurer la légitimité au Yémen et lutter contre l'alliance Houthi Ali Abdallah Saleh. L'alliance Houthi Saleh avait pris le pouvoir par la force le 21 septembre 2014 et leur présence au pouvoir a duré jusqu'au 22 janvier 2015. Cette alliance Houthi-Saleh a tenté pendant cette période-là de mettre en exécution, en pratique, l'agenda ou le programme iranien, un programme expansionniste au Yémen et dans la région. Ils ont ainsi tenté de saper tous les efforts déployés par les Yéménites afin de mettre en place un État de droit, un État démocratique. Donc l'alliance Houthi-Saleh a sapé les espoirs des Yéménites et les a transformé leur vie en un véritable cauchemar. Et c'est ce que nous avons vu récemment durant les 2 derniers mois de septembre et octobre. Et ce sont leurs actions qui nous ont conduits là où nous en sommes aujourd'hui. Et face à cette situation, la communauté internationale ne pouvait que freiner ces interventions iraniennes. L'idée étant de pouvoir trouver une solution à la crise yéménite. Des plans ont été proposés comme le plan Kerry. Il faudrait dire que tout plan, toute solution pour le Yémen se doit d'être durable, basée sur un dialogue national et en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 2216. Nous n'avons au gouvernement légitime yéménite, nous n'avons jamais été pour la guerre, mais cette guerre nous a été imposée malgré de nombreuses concessions. Et nous n'avons pas pu éviter cette guerre dont le prix fort est payé par le peuple yéménite à cause des intentions iraniennes maléfiques dans la région. Aujourd'hui, et 2 ans après la résolution 2216, il nous incombe de nous pencher un peu sur cette résolution. Pourquoi est-ce qu'il s'agit là d'une résolution considérée comme étant sans précédent? Parce que nous savons que le droit international privilégie et insiste sur la suprématie des États. La résolution 2216 était vraiment pionnière en ce fait qu'elle est venue exprimer clairement le refus d'avoir des milices comme le Hezbollah ou autres. Ceci me ramène à évoquer une résolution rendue en 2015, en avril 2015, le 14 avril 2015, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a refusé le statu quo et a estimé qu'il fallait unifier la voie parce que les Houthis avaient refusé de se plier aux exigences et aux conditions de la décision 2201 prise le 15 février 2015. Donc c'est pour vous dire qu'aux Nations Unies, nous avons été dans une véritable course contre la montre pour pouvoir adopter les résolutions indispensables. Mais je voudrais dire qu'il y a toujours eu une unanimité. Certains critiquent parfois la position russe, mais je pense que la position russe, malgré tout, était en faveur de la décision de la résolution. Donc malgré le recours au veto, la résolution est passée et c'était une résolution très forte qui a eu des répercussions de portée internationale. Vous savez que cette résolution stipule que les Houthis doivent rendre les armes, se retirer, arrêter de menacer les pays voisins, libérer les détenus, etc.
le droit international est le meilleur outil permettant de restaurer la légitimité au gouvernement du Yémen. La résolution 2216 est le meilleur instrument permettant de contrer les avancées des milices et des factions armées illégitimes. Donc si vous avez remarqué, cette résolution 2216 est passée par plusieurs phases. Dans une première phase, il y avait donc l'ensemble des pays du monde avait été en faveur de cette résolution dans sa première phase, même la Russie. Par la suite, il s'est avéré que l'une des composantes de base à l'origine de cette résolution a changé de cap, à savoir l'administration d'Obama. Et ceci a abouti à une situation de chantage. D'ailleurs, j'avais déjà dit que notre relation avec l'administration d'Obama s'est basée sur une alliance décevante parce qu'il y avait beaucoup de changements de position, malheureusement. Donc, à mon avis, le problème s'est posé lorsque l'administration américaine a commencé à mettre en doute la finalité de cette résolution. Or, nous avions toujours expliqué l'importance et justifié l'importance de cette résolution, sachant que cette résolution 2216 dans son ensemble et de par le principe est très utile et importante. Mais aujourd'hui, cette résolution est réapparue à la surface comme étant un outil très important de travail. Et au vu des derniers développements, il s'avère que cette résolution est l'outil nous permettant d'aboutir à une paix. Nous ne pouvons pas contrer et résoudre une crise qui implique des factions armées, des milices, sans recourir au droit international et sans cette légitimité que nous donne le droit international. Vous avez sans doute entendu que sur le plan militaire, nous avons pu réaliser des succès phénoménaux récemment, mais grâce au droit international, au texte de loi, nous augmentons nos chances de réussir à aboutir à une solution. Donc, par ailleurs, nous avons, comme je l'ai déjà dit, assisté à un changement au niveau de la scène politique internationale avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine à la Maison-Blanche. Nous avions toujours été partenaires avec les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme, mais ce partenariat tangué entre les intérêts du président Saleh, les menaces qui étaient utilisées par les uns contre les autres pour réaliser certains intérêts. Mais la communauté internationale a très vite réalisé que le gouvernement du président Hadi était plus sérieux dans sa méthode, dans sa manière de lutter contre le terrorisme. Et aujourd'hui, les terroristes au Yémen ne sont pas dans leur meilleure forme, si j'ose dire, parce que les terroristes n'ont plus une présence aussi accrue sur le terrain que de par le passé. Il y a beaucoup de désertions, ces terroristes fuient, et donc là, il nous faudrait revenir à ce partenariat avec les États-Unis. Comment traiter avec l'Iran qui soutient les Houthis. À mon avis, c'est ce qui manquait à ce dialogue américain de par le passé. Il n'y avait pas une prise de position claire vis-à-vis de l'Iran. Aujourd'hui, la situation a changé. La nouvelle administration a adopté une position plus claire, plus tranchée vis-à-vis de l'Iran. Ceci va redonner de l'élan aux pourparlers et parce que nous savons tous que nous ne pouvons pas réaliser la paix sans les composantes nécessaires pour le faire. Donc, vous avez 2 minutes, lui dit la présidence. Donc,
Si vous permettez, Monsieur le Président, je voudrais revenir aux messages directs et indirects de l'administration américaine. Mais l'ensemble de ces messages nous assure que les Américains sont à nos côtés et que l'Iran est pointé du doigt comme étant à l'origine du terrorisme dans la région. Donc ces messages nous donnent les prérogatives nécessaires pour que nous puissions mener à bien notre mission. En fait, et je voudrais également parler du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Avant que M. Guterres ne devienne secrétaire général des Nations Unies, je l'avais vu et je lui avais parlé de l'Iran et il m'avait répondu que je ne peux pas jouer le rôle de médiateur en présence d'une partie qui nie toute implication dans la région. C'était là un défi majeur, mais aujourd'hui, l'Iran réalise qu'il a besoin d'entrer en partenariat avec certains pays de la région et la communauté internationale est convaincue de l'implication de l'Iran. Le secrétaire général des Nations Unies, lors de la conférence d'Helsinki, avait considéré qu'il fallait trouver un moyen pour résoudre et trouver une solution aux crises dans la région et que la solution à la crise passerait par le dialogue. Il avait évoqué la possibilité de dialoguer avec l'Iran pour pouvoir aboutir à une solution, sachant qu'il faut d'abord incriminer l'Iran qui participe aux atrocités commises dans la région avant de pouvoir passer à l'étape supérieure. Je voudrais également vous dire que nous devons nous attendre à un changement des méthodes de travail du secrétaire général de l'ONU durant les quelques mois à venir. En ce qui concerne l'intervention iranienne, et pour résumer, j'aurais bien aimé parler des relations avec la Russie. J'aurais bien voulu également aborder cette position française qui se caractérise par sa stabilité, mais malheureusement, je ne peux que respecter le temps qui m'a été imparti par la présidence, donc je serai très heureux de répondre à vos questions ultérieures. Merci, merci monsieur. Nous allons à présent ouvrir le débat. Veuillez être aussi bref et concis que possible dans vos questions, s'il vous plaît. Veuillez utiliser le microphone. Ali El-Merabi. Je suis un Libanais résident à Paris et je travaille au centre Zohra pour les recherches et les études. Juste quelques remarques. Pour lutter contre la menace iranienne en arabe, il faut que l'on adopte une formule plus développée. Il faudrait pour ce faire d'abord reconnaître qu'il y a une occupation iranienne et il faudrait également soutenir la résistance irakienne nationale. Et puis, il faut lever cette couverture accordée au régime syrien et soutenir le peuple syrien. Il faut également considérer le Hezbollah comme un organisme terroriste. Il s'agit donc du Hezbollah libanais. C'est pour dire qu'il faudrait suivre ces étapes-là afin de pouvoir contrer le programme iranien qui est très dangereux et qui est aussi dangereux que le projet sioniste dans la région. Je vous remercie. Une autre question? Nous allons annuler cette pause, la pause qui suit, et nous passerons directement à la séance suivante, parce que nous étions en retard dès la séance d'ouverture. Maréchaux,
J'ai réalisé avec mon épouse 8 livres de photos sur le Yémen où je voyage depuis 1975. J'ai beaucoup apprécié donc les qualités d'hospitalité et de paix. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas de conflit de religion. J'apprécie beaucoup car je n'ai jamais vu de différence entre أنه ليس هناك من صراع طائفي، وفعلا أنا لا أرى أن هناك فارق بين الشافعيين والزيديين عندما يتعلق الأمر بالصلاة. أريد منكم أن تحددوا لنا ما هي الإجراءات التي توصون بها اليوم لتفادي عملية القصف التي تطال مواقع أثرية كتلك التي طالتها عملية القصف السابقة في صنعاء وبركة وغيرها من المناطق، وكيف نتفادى قصف المدنيين عند احتفالات التشييع. ما هي الإجراءات التي توصون بها اليوم لتفادي عملية القصف العشوائية هذه التي تطال المواقع الأثرية والمدنيين على السواء؟ Je pense que je ne suis pas habilitée personnellement à répondre à cette question. Il s'agit là d'une question militaire, mais je voudrais revenir à la dimension politique, à l'angle politique pour pouvoir répondre à votre question. Lorsque les forces américaines ont bombardé l'Irak, sachant que les États-Unis sont à la pointe de la connaissance et des technologies et savent qu'il faut respecter les principes fondamentaux, les principes de droits de l'homme, etc. Mais c'est pour vous dire que lorsqu'on est dans le cadre d'une guerre, monsieur, malheureusement, il ne s'agit pas là d'une promenade. Il y a toujours des dommages collatéraux, malheureusement. Il y a toujours des erreurs qui sont commises. Dans toute guerre, ces erreurs existent. Et là, dans le cas du Yémen, c'est une guerre qui est menée par les membres d'une même famille et personne n'est à l'abri, et sûrement pas les citoyens. Les Yéménites essaient de vivre aussi normalement que possible et les cibles visées sont surtout les cibles militaires, mais nous reconnaissons les erreurs commises. Il y a eu des erreurs commises, malheureusement. Je pense que la question était judicieuse. En ce qui concerne les bombardements ciblant les civils et les sites archéologiques, je voudrais dire que je suis d'accord avec mon collègue pour dire que les cibles sont censées être des cibles militaires et qu'il y a des erreurs commises. Mais je voudrais dire d'abord que la coalition ne cible pas des cibles civiles ni des sites archéologiques. Donc, en définissant les cibles visées, on évite les sites archéologiques. Les services de renseignement assurent les informations sur lesquelles on se base pour toute opération militaire. Par ailleurs, je voudrais dire que des armes de pointe très précises sont utilisées lorsqu'il s'agit de bombarder des zones urbaines ou proches des zones civiles. Mais il y a toujours, comme vous le savez, le principe de la proportionnalité qui est utilisé pour pouvoir viser les cibles escomptées tout en protégeant au mieux les citoyens. Donc, ce principe de proportionnalité est toujours appliqué. Et en utilisant des armes, il faut toujours utiliser les armes les moins dangereuses pour les civils. Nous nous souvenons tous des armes utilisées par les États-Unis en Afghanistan. Il faut prendre en compte la portée également de ces armes-là. Donc, c'est pour vous dire que la coalition utilise et choisit les armes les moins nocives pour les civils et la population. Bien sûr, je laisse le soin aux
militaires ou à ceux qui s'y sont spécialisés dans ce domaine pour donner une réponse plus précise. Je voudrais à mon tour vous dire qu'à un moment donné, j'étais en poste à Sanaa et je peux vous dire que la cité historique de Sanaa n'a pas été endommagée, à l'exception d'une seule fois où c'était les Houthis eux-mêmes qui ont malheureusement ciblé la vieille ville historique de Sanaa, mais c'était le seul cas et c'était les Houthis qui l'ont fait. Je voudrais dire que vous n'avez pas parlé des problèmes de Adan. Adan n'a pas d'aéroport, n'a pas de gouvernement, n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Donc vous avez mentionné toutes les erreurs commises et tous les problèmes et vous n'avez pas parlé de Aden. Donc Aden est défavorisé aujourd'hui et on n'en parle pas dans le discours de M. El-Eriani. Il a parlé de Bendagar, mais il n'a pas mentionné Ali Abdallah Sadeh. Pourquoi nous mente-t-il? Ils n'ont pas parlé des voitures de la Croix-Rouge qui ont servi à faire passer 200 milliards de rials. Pourquoi occulte-t-il ces faits-là? Vous savez, Monsieur, j'étais gouverneur de Aden à un moment donné. Je comprends votre point de vue. Dernière question. Bonjour, Mansour Shaddadi, chercheur en sciences politiques à Paris. J'ai deux remarques. Je voudrais d'abord remercier l'ambassade du Yémen pour l'organisation de ce colloque qui met la lumière sur la situation actuelle au Yémen. J'ai donc deux remarques. Premièrement, la situation humanitaire au Yémen se dégrade de plus en plus. Les employés, les fonctionnaires n'ont pas reçu leur salaire depuis 6 mois. Et lorsque la communauté internationale est accourue pour aider les Yéménites, on ne nous a pas donné une idée claire sur les mesures adoptées pour faciliter l'octroi des salaires aux fonctionnaires et aux employés qui n'ont pas reçu leur salaire depuis 6 mois. Donc la situation humanitaire est déplorable aujourd'hui. Et nous voyons que les voisins demandent de l'aide et vont mendier chez leurs voisins. Enfin, les gens mendient chez leurs voisins pour avoir une aide alimentaire. Donc aujourd'hui, il faudrait lutter contre l'ensemble des organisations terroristes, mais nous remarquons que la guerre cible parfois certaines entités soutenant le pouvoir légitime ou le gouvernement légitime, comme le parti Al-Islah. Les Yéménites ne peuvent plus supporter que la guerre s'éternise ou se prolonge. Et si l'on cible un parti comme le parti Al-Islah, il faudrait le mettre sur la liste de Al-Houthi ou Saleh, c'est-à-dire cette liste de personnes ou d'entités considérées comme étant celles à abattre. Eh bien, le sujet de la conférence était bien précis. On aurait souhaité que vous vous limitiez à cela. Et en vitesse, on va vous répondre. Je me suis réunie avec le chef du gouvernement le mardi. Et
la moitié de la conversation tournait autour de l'électricité à Aden. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été avancées. Et en fait, le problème de l'électricité d'Aden attire toute l'attention du gouvernement. Merci, merci monsieur. Donc maintenant, on appelle le panel suivant, Dr Abdallah Moussa Al-Tayer, le général Ahmed Al-Assiri et monsieur